Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. On s'est déplacé. On n'est pas dans des studios, on n'est pas dans un bureau. On est à un peu plus de 30 km de centre-ville de Kinshasa, mais on est toujours à Kinshasa. Nous sommes dans le quartier Matadi-Mayo, dans la commune de Ngaliema, Mangafula, dans la commune de Mangafula. C'est ici qu'on a décidé de faire cette émission parce qu'on veut parler développement. On veut un peu être loin de la politique. Même si certains disent que faites-moi de la bonne politique, je ferai la bonne économie, mais on veut vraiment parler de développement de ce pays. Par où doit-on commencer? Que devons-nous faire pour que ce pays devienne enfin, si pas développé, mais un pays émergent, répondant quand même aux critères des pays dits émergents, d'autant plus que certains des gouvernements qui ont précédé, qui ont eu à gérer la République démocratique du Congo, ont projeté l'émergence de ce pays d'ici à 2030. Nous en parlons ce soir dans le cadre de notre émission avec notre invité qui n'est autre que Walter Mulumba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Odia. Vous êtes consultant mais également président d'une structure dénommée Congo Émergence. Absolument. Pourquoi Congo Émergence? Congo Émergence parce que nous avons comme ambition et comme objectif de contribuer à l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous voulons que notre pays puisse suivre le pas d'autres pays dits émergents aujourd'hui qui ont mené des réformes très importantes, des réformes structurelles pour permettre à leur population d'atteindre un autre niveau de développement et d'arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui émergence. Voilà pourquoi nous avons créé cette structure pour non seulement nous adresser aux politiques, aux autorités politiques, à ceux qui prennent des décisions pour le pays, mais nous adresser aussi aux opérateurs économiques, nous adresser aussi aux Congolais, entrepreneurs, indépendants, ceux qui sont à des échelons plus bas de la société, parce que l'émergence c'est un concept qui doit concerner tout le monde. Et ça devient aussi un concept assez générique. Chaque matin, on se réveille, on dit émergence, Congo émergent, d'ici 2030, le terme devient... C'est vrai, ça commence à être un peu galvaudé, mais voilà pourquoi on voudrait remettre ce terme à sa juste valeur. C'est-à-dire que nous voulons vraiment proposer des réformes structurelles, des réformes importantes aux autorités politiques, proposer des pistes de solutions aux opérateurs économiques, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, proposer également des voies, des mécanismes aux Congolais, entrepreneurs ou entreprenants. Hein, c'est-à-dire que c'est ceux-là qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais pour sortir du chômage, pour sortir de la pauvreté, nous pouvons les accompagner, nous pouvons les guider, nous pouvons les orienter pour leur montrer peut-être quelle voie ils peuvent suivre pour sortir de la pauvreté, pour entreprendre, pour émerger. Et donc si nous avons autant de millions de personnes qui émergent, c'est le Congo qui va émerger avec eux. La structure existe depuis quand? Disons que ça fait une petite année qu'elle existe. Elle était un peu dormante, il faut dire. Et puis là, depuis la fin de l'année passée, nous avons décidé de la réveiller un peu avec les changements qui s'est opéré à la tête du pays, avec la nouvelle vision qui est arrivée. On s'est dit, bon, peut-être que ce nouveau régime peut être plus attentif à nos objectifs, à nos projets, à nos ambitions. On parle, tout à l'heure vous avez dit que le terme émergence a été quand même été galvaudé, devenu générique, moi je le dis, parce que certains ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire émergence? Qu'est-ce que ça veut dire pays émergent? Si on vous demandait de donner les caractéristiques d'un pays émergent, ce sera lequel? Un pays est considéré émergent lorsque, durant une très longue période
en général plus d'une dizaine d'années, 20 ans, le pays connaît une croissance économique, une grande croissance économique soutenue. C'est-à-dire en général au-delà de 6, 7, 8%, voire même à 2 chiffres, et pendant une très longue période, pendant plus de 10 ans, 20 ans. Et cette croissance, en général, s'accompagne en fait d'une immersion, d'une émergence du pays dans les échanges internationaux. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on peut considérer que la RDC vend sur le marché international? 90% selon certaines statistiques de ce qu'on importe ou qu'on consomme, non, ce qu'on consomme ouais, est importé. Mais on devient vraiment un pays émergent lorsqu'on vend aux autres. On vend aux autres. Et ça, on ne le fait pas encore. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on vend aux autres? Les mines. On vend quand même nos minerais. Oui, mais bon, ce ne sont pas des produits manufacturés, parce que justement, c'est ça, une des caractéristiques. C'est quand un pays fabrique des produits manufacturés, comme on dit. On transforme les produits. Ce n'est pas seulement qu'on exploite du cuivre, du cobalt, du coltan et tous les autres minerais qu'on connaît. Mais comme on a un sol riche, c'est-à-dire que si demain on produit suffisamment d'oranges, suffisamment de fruits, qu'on peut transformer ça en jus de fruits, qu'on peut transformer ça sous forme d'autres produits, on crée un secteur agro-industriel. À ce moment, on peut considérer que la RDC est en train de suivre la voie de l'émergence. Si on commence à fabriquer, par exemple, comme nous avons du cobalt, si on commence à fabriquer des batteries pour les véhicules électriques, si on commence à construire même des téléphones, puisque nous avons du coltan, nous avons tout ce dont nous avons ce qu'on appelle la terre noire, c'est-à-dire le coltan, tous ces produits qui tournent autour, qui servent aux produits high-tech, nous en avons. Mais pourquoi est-ce que les Chinois doivent venir les prendre, les ramener seulement chez eux? Mais on n'a pas de personnes qualifiées, là oui. Vous faites bien d'aborder. Et il y a la qualification ne suit toujours pas. Tout le monde est maintenant à l'université, tout le monde veut devenir médecin, tout le monde veut devenir avocat, architecte. Il n'y a pas des gens qui s'inscrivent dans cette logique-là, et c'est ça aussi, cette faiblesse de la RDC. Oui, et ça, c'est là où il est très important justement que les autorités politiques puissent prendre des décisions pour expliquer à nos populations que tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être économiste, tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde. On a besoin de tous pour construire un pays. On a besoin de maçons, on a besoin de cordonniers, on a besoin de plombiers, on a besoin de mécaniciens, on a besoin de tous les métiers. De la valorisation de ces métiers-là. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais pour certains parents, marier sa fille à un plombier, c'est carrément être la risée de l'avenue, de la vie. C'est aussi ça le problème. Ailleurs, c'est pas le cas. Oui, en effet, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour les gens qui se retrouvent quand même sans possibilité de pouvoir poursuivre des études supérieures universitaires, il faut orienter ces personnes vers ces métiers justement. Je crois que nous avons des structures, des institutions qui forment. Nous avons l'ISTA qui forme des techniciens, des ingénieurs, parce qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'électriciens, on a besoin d'ingénieurs pour faire tourner les machines. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'usines, mais demain, lorsque beaucoup d'usines vont s'installer chez nous, il faudra des techniciens pour faire tourner ces machines. Même si aujourd'hui on est à l'ère de la haute technologie, on a toujours besoin d'hommes pour faire faire tourner les machines. Donc, effectivement, je crois qu'il y a un ministère qui est chargé de la formation professionnelle. Son rôle est justement de pouvoir recadrer, de pouvoir réorienter. Vous savez, dans les autres pays, vous avez, lorsque les élèves arrivent à la fin du deuxième cycle, enfin du cycle des études secondaires, il y a des orientations.
on oriente, on dit voilà, on vous conseille plutôt d'aller vers telle filière. On te conseille d'aller plutôt pour telle autre filière par rapport à ce que vous avez fait pendant les dernières années de vos études secondaires. Donc, je crois qu'on doit aussi de ce côté-là faire un effort pour pouvoir orienter les enfants, orienter les élèves, se dire que bon, et puis le ministère de l'Éducation doit savoir que non, on a déjà telle filière qui est très, comment dire, où il y a déjà qui est très pléthorique, et qu'il faut plutôt, dans ce cas, dans les autres pays, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des tests hein, pour qu'on puisse limiter le nombre de personnes qui peuvent aller vers cette filière, quand on voit qu'il y en a déjà beaucoup, pour les réorienter vers d'autres filières. Donc il y a un peu de tout ça. Donc l'émergence va de pair avec la formation, la qualification de la main-d'œuvre dont dispose également ce pays. Mais parlons, vous avez tout à l'heure parlé du commerce, les échanges récemment. On parle de questions d'actualité, la RDC, avec plus de 60 hectares, je sais pas, 60 000 hectares de terres arables, 80 millions de terres arables, se permet d'importer le maïs. On est quand même tombé assez bas, très bas. C'est un problème d'organisation, mais je crois que la première cause, ce sont les infrastructures. Parce que nous avons un sol suffisamment riche. Nous pouvons planter le maïs pratiquement dans toutes les provinces de la RDC. Mais ce sont les infrastructures qui manquent. Non seulement les infrastructures routières, les routes, les chemins de fer, mais également les infrastructures de stockage. Parce que quand les paysans produisent, il faut qu'on sache stocker, qu'on sache commercialiser, qu'on sache, comment dire, orienter ces produits vers les centres de consommation. Et pour le maïs, ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer, mais c'est un problème d'organisation. C'est vrai que là, le ministre du Commerce extérieur, son Excellence Jean-Lucien Boussa, est allé en Zambie pour négocier. Avec le gouverneur de Haut-Katanga. Du Haut-Katanga pour régler ce problème, gérer ce problème de carence de produits, de farine, de maïs. Mais en même temps, puisque accessoirement je suis le conseiller du ministre du Commerce extérieur, mais à son retour de la mission, il nous a dit non, on ne peut pas accepter cette situation. Ça, c'était des mesures d'urgence, mais il faut absolument, et ça c'est vraiment, il a beaucoup insisté sur ça, il faut absolument que la RDC prenne des mesures pour ne plus tomber dans ce genre de situation. Mais ça fait un peu plus d'un mois vraiment un peu plus d'un mois qu'on a vécu cette situation, mais qu'est-ce qui est fait? Il ne suffit pas de le dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, ça ne relève pas du ministre du Commerce extérieur, mais ce sont justement des ministères qui doivent collaborer. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, le ministère des PME, artisanat et autres. Ce sont des ministères qui doivent collaborer pour faire face à ce genre de situation. Et actuellement, vous pensez qu'il y a une politique allant dans ce sens? Parce qu'on peut tout dire, aujourd'hui, un pays qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, en tout cas, ne peut même pas penser émergence aussi. Ce n'est pas le cas, ça ne va pas de pair. Vous savez, pour qu'un pays atteigne l'émergence, il faut qu'il y ait un leadership à la tête du pays qui donne le cap. Je prends le cas de la Corée du Sud. Malheureusement, depuis tout à l'heure, je cherchais le nom du... C'était d'ailleurs un militaire, c'était un général. Le père de la présidente qui a démissionné il y a plus d'une année, hein, la présidente sud-africaine, sud-coréenne. C'était son père qui est resté 18 ans au pouvoir. Ben, c'est sous son règne que la Corée a connu ce grand bond, parce qu'il faut un leadership fort qui montre la voie à suivre et
qui recadre les gens, qui s'intéressent jusqu'au plus bas de l'échelon. À la musée, Laurent Désiré Kabila. Oui, ou bien on peut voir à côté de chez un nous. Peu, mais oui, bon, avec lui, il ne faut pas qu'on sorte. Hein. Avec lui, on a senti, on n'a pas dit que ce n'est pas le cas avec les autres, mais il y a eu quand même un cap, un bon avec lui. Oui, mais c'est ce qu'il faut effectivement. Il y a des pays comme le Rwanda, où ça fait une vingtaine d'années, il y a un leadership fort. Donc vous pensez qu'on a besoin des dictateurs? Pas spécialement, mais bon, si pour la RDC, il faut absolument passer par là, bon, moi je ne m'en plaindrai pas, mais nous souhaitons que ça soit sous un régime démocratique. Comme aujourd'hui nous avons un président de la République qui croit à l'émergence de la RDC, qui veut qu'il y ait des multimillionnaires congolais, qu'il y ait des milliardaires congolais, que les gens investissent dans l'agriculture, qu'ils développent l'agriculture. Je crois que c'est possible de le faire aussi sous un régime démocratique. Donc ce n'est pas seulement sous des régimes autoritaires, mais malheureusement, quand je vois certains exemples, le Brésil, c'était aussi sous des dictatures militaires qui a eu un développement, mais c'est vrai qu'après, sous le président Lula, sous son règne, c'est quand le Brésil est vraiment devenu mais bon, il y avait déjà le travail qui avait été fait pendant les régimes militaires. Vous parliez d'un leadership assez fort. Assez fort. Un leadership assez fort où on doit sentir par toutes les couches de la population que nous avons un leader, essentiellement le président de la République. Ça peut être aussi le Premier ministre, hein. Ça peut être le Premier ministre qui porte cette casquette. Dans certains pays, c'était les Premiers ministres. Vous avez en Éthiopie Et c'est la sienne? Non, le Premier ministre qui est décédé il y a un peu moins de 2 ans. Bon, là, j'ai un peu tous ces leaders, leur nom m'échappe, mais qui a dirigé l'Éthiopie pendant 19 ans. C'est ce Premier ministre qui a permis à l'Éthiopie d'atteindre le niveau que l'Éthiopie a aujourd'hui. Mais on a eu dans ce pays... On a oublié ce qui s'est passé il y a 30 ans, la famine qu'il y a eu en Éthiopie. Mais on a eu dans ce pays un président qui a eu à diriger pendant 32 ans, un autre qui est venu et qui a dirigé pendant 18 ans, mais c'est pas pour autant qu'on est devenu puissant. Donc il y a quand même d'autres paramètres qui entrent en compte. Certainement, mais c'est souvent le leadership qui compte. Sincèrement, je crois que quand on regarde les autres pays, la Chine a fait ce virage après la mort de Mao Tse-tung en 1974. À sa mort, il y a eu Deng Xiaoping qui a pris le pouvoir. Et pendant 20 ans, cet homme, tout en ayant toujours un régime fort, un régime communiste tel qu'on le connaît, mais a libéralisé l'économie. Parce que sous Mao, c'était le dirigisme, c'était le communisme pur et dur. Mais lui, il est arrivé au pouvoir, il a succédé à Mao Tse-tung et il a libéralisé l'économie. Donc c'est grâce à Deng Xiaoping qui a dirigé la Chine pendant 20 ans après la mort de Mao, qui a permis à la Chine de devenir émergente comme elle est aujourd'hui. S'il n'avait pas mené ces réformes, peut-être que la Chine serait plus ou moins dans la même situation que l'Inde, même si l'Inde aussi est considérée comme un pays émergent, mais serait dans une situation pire. Mais grâce à Deng Xiaoping, qui a mené de très grandes réformes, même à ses risques et périls, parce que quand vous avez un régime communiste, vous avez des gens qui sont là, qui veulent garder un peu le système d'antan, mais il a pu mener ces réformes. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance. Donc il faudrait des réformes assez fortes, des réformes assez courageuses. Et vous sentez dans l'actuel chef de l'État, certains disent qu'il a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'envie, certes, il y a beaucoup de promesses, oui, beaucoup trop de bonnes intentions, oui, mais est-ce que vous sentez en lui cette capacité à amorcer ce virage-là vers des réformes assez structurelles En fait, les réformes ont commencé depuis Kabila même, depuis son avènement en 2001. Les réformes ont commencé, mais il faut plus que ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment l'implication du président de la République derrière toutes ces réformes-là. Comme quelle réforme, par exemple, soyons un peu pragmatiques, on parle de quelle réforme et dans quel domaine? Depuis 2001, on a eu le code minier.
en 2002. On a eu plusieurs programmes successifs sous Mouzito, sous Matata Ponyo. Ce sont les deux premiers ministres qui ont quand même mené de très grandes réformes. Aujourd'hui, nous avons par exemple la réforme du guichet unique pour la création d'entreprises. Ah mais ça date, hein, mais ça n'aboutit toujours pas. Non, mais ça avance. C'est vrai qu'il faut encore beaucoup d'efforts. Il faut mettre aussi les moyens. Le problème, c'est que on ne met pas beaucoup de moyens dans nos réformes. Mais on n'en a pas. On en cherche. Regardez, le président risque de revenir des voyages avec, j'allais dire, juste à peine 1 milliard et quelques 500 millions. C'est rien par rapport à un pays comme le nôtre. Il y en a pas. C'est déjà c'est même plus que le quart du dernier budget que nous avions. C'est beaucoup. Mais c'est même pas la moitié de budget annuel pour une gratuité réussie. Une gratuité de l'enseignement de base réussie. Il y a toujours un début à tout. Moi, je pense que, et ça, par exemple, je le déplore, hein, les gens qui critiquent cette initiative de la gratuité scolaire parce qu'il y a des couacs, parce qu'il y a des ratés. Parce que ça a été précipité, tout le monde veut la gratuité. Mais si c'est pour que la qualité en subisse un coup, comprenez qu'il y a certaines personnes qui puissent remettre cela en cause. Je pense qu'il fallait, moi à sa place j'aurais fait la même chose, mais simplement il faut profiter de cette année 2019-2020 pour corriger ce qui n'a pas marché, pour trouver les moyens. Vous avez vu que la Banque mondiale a accepté d'accompagner le pays. Sorti toujours des conditions, on va parler mais ce sont des conditions justement, mais ces conditions, ce sont des réformes en fait. Ouais. C'est ça les conditions qu'on demande. Lutte contre la corruption. Il y a plein de conditions qui sont juste des conditions pour permettre une bonne gouvernance du pays. C'est normal. Est-ce que je veux parler de ces luttes contre la corruption? Il y a ce que décrit certains, la multiplicité et la multiplication des agences nationales de lutte contre, alors qu'il y a déjà des structures existantes. Vous pensez que on est dans la bonne direction? Déjà qu'on cherche des moyens, déjà qu'on est en train de chercher des moyens, ajouter d'autres structures à celles existantes déjà, vous pensez que c'est la meilleure des choses à faire pour un pays qui se veut émergent? Bon, c'est vrai peut-être que moi, j'aurais procédé autrement peut-être. J'aurais pas créé nécessairement. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Non, j'aurais peut-être pas nécessairement créé autant d'agences, parce qu'il suffit de L'agence pour le climat des affaires, l'agence pour la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous avons déjà l'ANAPI qui s'occupe du climat des affaires. C'est vrai. Quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis posé la question pourquoi une autre agence, alors que l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, a déjà un volet climat des affaires dont elle s'occupe, en tout cas. Et le directeur de cette agence, de l'ANAPI, est toujours, en tout cas, dans les premiers voyages du chef, il l'accompagnait et du coup on n'a pas... Il y a des raisons peut-être qu'on n'est pas en mesure ici d'évoquer, hein, parce que je me suis posé la même question la semaine passée quand j'ai entendu cette nouvelle, parce qu'il y a déjà une agence qui s'occupe du climat des affaires. Il suffit simplement d'aller vers ces réformes. Je disais, il y a des réformes. Il y a des réformes. Donc je disais tout à l'heure... La corruption, le guichet unique de l'entreprise. Le guichet unique du commerce extérieur. Ça aussi, ça date. Oui, mais là, c'est une réforme qui est toujours en train d'être mise en œuvre. Et c'est là où je dis qu'il faut l'implication, le leadership. Parce qu'il y a, vous savez, il y a toujours des réticences, hein, il y a de la résistance. Parce que des gens, toutes ces réformes-là empêchent certains de pouvoir, se faire de l'argent sur le dos, par exemple pour la création d'entreprises, sur le dos des créateurs d'entreprises. Vous allez au guichet unique, vous payez ce qui est demandé. Aujourd'hui, c'est $80 minimum, parce qu'en fait, il y a des fois, il faut rajouter $20 si vous ajoutez le nombre d'exemplaires des statuts. Mais on peut dire, le tarif officiel, c'est $80. $70, si vous avez déjà, légalisé vos statuts. $80 si vous faites légaliser vos statuts au guichet unique. $30 pour un établissement.
C'est vrai qu'il faut vulgariser, parce que beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de gens ignorent encore aujourd'hui qu'on peut créer une entreprise, une société anonyme avec $80 et une société, comment dire, l'équivalent d'un établissement. Hein. Donc on peut créer à $30, tout simplement. Il faut que l'information continue à circuler. Les Congolais sont habitués à passer par des intermédiaires, même pour le passeport. On peut faire chacun son passeport. Mais on est toujours habitué à passer par des gens. Ah, j'ai besoin d'un passeport, je viens, donnez-moi $250, je vous fais un passeport. Alors que vous pouvez vous-même faire ces démarches, peut-être parce qu'on aime les raccourcis. Et donc on en est là. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours, Madame Élisée. Il faut simplement arriver à les implémenter pour qu'elles arrivent à terme. Et puis après, on va faire de nouvelles réformes. Est-ce que vous sentez cela dans le chef de l'actuel président de la République, d'aller dans ce sens? Parce que là, ça fait quand même 10 mois. Certaines critiques disent qu'il est quand même assez laxiste. C'est beaucoup trop large. La poigne, il n'y en a pas justement pour faire aboutir ces différentes réformes. Devrons-nous nous inquiéter déjà? Bon, il faut dire que le régime précédent s'était un petit peu isolé par rapport au reste du monde. Je crois que le travail qu'il est en train de faire maintenant, c'est pour un peu renouer le contact, renouer les relations entre les différents pays où il y avait eu des tensions avec la Belgique. Tout en sachant que l'émergence de la RDC ne viendra pas de l'extérieur. Non, mais on est dans un village global. Hein, donc ça dit qu'on a besoin des autres aussi pour émerger. La Chine a eu besoin de qui? Par exemple, vous avez donné, on parlait tout à l'heure, vous avez donné l'exemple du Japon, qui est aujourd'hui un pays développé. Vous avez donné l'exemple de la Corée du Sud. Ils ont eu besoin de qui? Ces pays-là qui aujourd'hui sont en train d'émerger, sont émergents et voire même développés. Vous avez cité le nom du Japon. Le Japon, il y a un peu plus de 2 siècles. Il y a l'empereur, je crois que c'est l'empereur Meiji, si je me souviens bien, qui a pris l'initiative justement de lancer son pays dans l'industrialisation. Il a envoyé beaucoup de ses ressortissants en Europe pour apprendre les nouvelles technologies de l'époque. C'est ce qui a fait que par après, le Japon les Japonais qui sont venus étudier en Europe, mais c'était, donc je vous ai dit, il y a 2 siècles, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont rentrés chez eux, ils ont commencé aussi à améliorer ces techniques qu'ils ont apprises en Europe, et ils ont développé leur propre technologie. Donc on doit compter également sur nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas que des combattants quand même. Oui, absolument. Quand on parle de la diaspora aujourd'hui, c'est comme si ça se limitait à ça. Mais pourtant, ils peuvent être des sources... Je crois que c'est une des priorités aussi de l'actuel chef de l'État, justement. Quand il voyage, il rencontre chaque fois les communautés congolaises qui vivent à l'étranger, dans la diaspora, justement pour leur dire que non, votre pays est là, vous pouvez rentrer, vous battre pour développer le pays. C'est vrai que d'autres continuent encore à faire la résistance. Mais tout dépend du cadre par lequel ou dans quel canal ils sont partis. Vous avez parlé du Japon, peut-être c'était organisé, structuré, on savait, mais les nôtres, on ne sait pas comment ils vont. Hein, à l'époque, déjà, quand on était encore au Congo, il y a beaucoup qui sont partis, beaucoup de nos hommes politiques de l'époque sont allés étudier à l'étranger, dans les années 60. Et c'est à se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait de l'expérience acquise au regard de ce que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu, c'est là où j'en reviens au leadership à la tête du pays. Parce que lorsque le président de la République a une vision et il ne reste pas qu'à une vision comme ça, tu sais, tout le monde a des rêves, hein, moi aussi je peux rêver, je reste assis. Chez moi, j'ai un rêve, j'ai une vision, mais je reste assis chez moi, ça n'avance pas. Quand on est président de la République, on a une vision, il faut s'impliquer pour que cette vision s'accomplisse. Lorsqu'on veut atteindre des objectifs, il faut s'impliquer, il faut suivre là où il y a des problèmes, là où ça pose des problèmes, puisque la corruption est une des raisons fondamentales pour lesquelles nous n'arrivons pas à émerger. Il faut s'attaquer à la corruption. Il faut absolument s'attaquer à la mauvaise gouvernance. Il faut s'attaquer partout où les gens ne veulent pas se mettre dans l'ordre de bataille pour atteindre l'émergence. Il faut que le chef de l'État s'implique. Il faut des sanctions.
Absolument. Ah oui, des sanctions jusqu'à présent, 10 mois après. C'est vrai qu'on on dit que ça traîne et pourtant ce ne sont pas des cas qui manquent. Hein, oui, malheureusement, je ne suis pas aux commandes du pays. Bon, malheureusement, effectivement, on aimerait quand même voir un peu des exemples de sanctions vis-à-vis des gens qui ont détourné ou qui ont mal gouverné, mal géré. Oui, en effet, c'est un vrai problème. C'est pour cela que la Banque mondiale pose des conditions. Parce qu'ils sont informés de ce qui se passe. On parle justement de cette Banque mondiale. Et c'est la question que tout le monde se pose. La Banque mondiale, le FMI, n'ont jamais réussi à développer un pays. C'est ça le problème. Pourquoi on s'accroche à ces banques-là? Ces institutions ne sont pas là pour développer des pays à notre place. Elles sont là pour nous accompagner. Et c'est ce que je vous ai dit. Lorsqu'on fait des réformes, de bonnes réformes. Mais leur accompagnement a déjà développé quel pays? On ne demande que ça, par exemple. Mais c'est parce que justement, on s'est contenté juste de leurs apports sans nous approprier ces réformes. Hein, vous savez, c'est vrai qu'il y a eu les ajustements structurels des années 80, on a connu surtout la grande époque de Kengo Adondo comme Premier ministre. On a dit, bon, je regarde même moi-même, on dit que le maréchal Mobutu lui aurait dit, mais Tokolia rigueur était. Mais c'est vrai. Même à l'époque de Matata, on a semblé dire ça, l'homme de la rigueur. Mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que lorsqu'on mène des réformes comme ça, et qu'on n'arrête pas la corruption, qu'on n'arrête pas les détournements. Le coulage. Le coulage des recettes, c'est difficile. Et alors on va s'en prendre à la Banque mondiale, on va s'en prendre au FMI, non. Il faut que lorsque nous faisons ces programmes d'ajustement structurel, que nous puissions faire le nécessaire pour arrêter tout ce qui fait que le pays ne marche pas. Dans les années 80, il y a eu un moment, un problème entre le régime de l'époque, donc du maréchal Mobutu, et la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale avait désigné M. Blumenthal pour diriger la Banque centrale. C'est-à-dire qu'il y avait un gouverneur, mais c'était M. Blumenthal qui avait en fait qui prenait les décisions à la Banque centrale. Il n'est pas resté très longtemps. Parce que justement, il essayait de mener d'arrêter tout ce qu'il y avait comme mauvaise pratique. Il a dû partir. Parce que le régime de l'époque n'a pas supporté que quelqu'un soit là pour lui dire non, ça il ne faut pas décider comme ça. Et là, on invoque la souveraineté. Bon. On invoque souvent la souveraineté quand ça nous arrange, quoi. Est-ce que le problème de Congolais aujourd'hui, ou de la RDC pour atteindre l'émergence, c'est plutôt au niveau de son mental, au niveau de sa mentalité qu'elle doit changer? Bon, là encore, le chef d'État a créé une structure. Voilà, et encore une structure, on se demande... Oui, là par contre, je ne suis pas contre, mais effectivement, il faut un changement de mentalité. Mais ça ne peut venir que d'en haut. C'est bien. Moi, je ne suis pas contre cette structure. Les chefs doivent montrer l'exemple. Voilà. Ceux qui ont le pouvoir doivent prêcher par l'exemple. Bien sûr, parce que si eux ne montrent pas l'exemple, comment est-ce que les autres vont changer de mentalité? Il faut que l'exemple vienne d'en haut. Quand le gouvernement, le président de la République, les ministres, les gouverneurs, les ministres provinciaux, les mandataires publics, toutes ces personnes-là changent de mentalité. Mais je crois que les gens qui travaillent avec eux et les autres personnes qui sont dirigées vont suivre l'exemple. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et pour ça, moi je fais encore confiance à l'actuel chef de l'État. Je pense que c'est un de ses combats et j'espère qu'il va y arriver. C'est pas facile. J'en suis conscient que c'est pas facile. Mais on n'a pas le choix en fait. Si on veut sortir vraiment de cette pauvreté, on n'a pas le choix. Devenir un pays émergent, c'est devenir un pays émancipé de toute influence extérieure? Bon, tout ça oui, il faut attendre le développement. On est dans des concepts. Non, mais oui, non. Bon, l'émancipation, c'est vrai que chaque pays a besoin d'avoir une certaine, d'avoir sa souveraineté. Mais vous avez vu, par exemple, dans l'Union européenne, les membres de l'Union européenne, ils ont cédé une partie de leur souveraineté. Parce qu'ils se sont réunis, se sont dit, on a besoin de créer un espace
économique, politique fort pour faire face aux États-Unis, pour faire face aux pays asiatiques qui étaient en train de monter en puissance à l'époque, déjà là, dans les années 80. Les Européens se sont dit, si on reste comme ça, chacun dans sa petite économie, ça sera un problème. Et donc, ils ont créé, au départ c'était la Communauté économique européenne, la CE, je crois que ça a été créé en 1956, si mes souvenirs sont bons. Et puis ça a évolué vers l'Union européenne, je crois, vers la fin des années 80, début des années 90. Mais c'est pas encore fini. Hein. Donc, ça continue. Et aujourd'hui en Afrique, on a la ZLEC. Ça promet, c'est oui, ça, l'un d'outils on avait déjà l'Union africaine. Mais une zone de libre-échange. Aujourd'hui, effectivement, on a la zone de libre-échange économique continentale. C'est vrai, cette zone a pour ambition de créer une zone économique forte, puissante, pour faire face aux autres zones économiques. Mais encore, il faudrait-il qu'il y ait la volonté politique. Ça peut booster l'émergence des pays africains. Absolument. Mais par contre, la RDC est en danger par rapport à ça. Parce que nous, on ne produit pas grand-chose. Donc demain, lorsque... Mais on a été parmi les premiers à signer. Pourquoi, oui. Pourquoi n'avoir pas attendu qu'on ait quand même quelque chose à vendre aux autres? À part les mines, les minerais, ouais, je sais pas. Non, mais ça, c'est pas... D'ailleurs, les minerais, souvent, ce n'est pas des pays africains qui les achètent. Donc c'est au-delà du continent africain. On aurait africain. dû attendre. Il y a certains pays qui ont émis des réserves et qui n'ont pas signé. Je crois que c'est le Nigeria. Le Nigeria, oui. Mais moi, à mon avis, on aurait dû, tout en signant, on aurait dû prendre les mesures pour ça. Ou signer sous réserve. Oui, signer sous réserve. Mais de toutes les façons, pour l'instant, il y a quand même des conditions. Hein. C'est pas que c'est comme ça, demain, les frontières sont ouvertes. Non. Il y a quand même des conditions. Mais il est vrai que la RDC n'est pas prête. Ça, je peux le dire, la RDC n'est pas prête. Il faut vraiment qu'on se penche dessus, qu'on se mette à travailler pour que nos entreprises soient à même de participer dans cette nouvelle zone de libre-échange et qu'on ne soit pas, nous, là seulement pour consommer ce que les autres vont produire et que nous, on va se retrouver... Non, ça, on le fait déjà. Hein. Et d'ailleurs, pour certains, on le fait tellement bien que tout ce qu'on mange vient de l'extérieur. C'est pas donc nos vies, ce que nous mangeons, nous consommons vient plus de l'extérieur, donc on ne sait même pas comment c'est produit, comment c'est fait, et ça c'est quand même dangereux pour un pays. Là on me fait signe quand même qu'il ne me reste pas trop de minutes, je vais demander une petite indulgence à l'équipe technique pour aborder 2-3 choses avant de terminer. Ça, j'ai suivi j'ai lu en tout cas une de vos interviews où vous avez carrément dit qu'il faut que la RDC cesse son addiction aux minerais, donc il faut l'émergence va de pair avec la diversification de l'économie. Absolument, absolument, mais ça, en fait, ce sont même pas des, c'est pas nouveau, hein, en fait. Le tout, c'est de décider de le faire, c'est tout. C'est pas nouveau, on sait qu'il faut diversifier l'économie, notamment dans l'agriculture. Voilà la raison pour laquelle voilà, on est ici. Nous sommes ici. Juste au dire à tes spectateurs, c'est là où Congo Émergence essaie de développer certaines activités agricoles. Il y a l'agriculture qui se fait de beaucoup de produits, mais il y a également une porcherie, l'élevage. Une porcherie, il y a 5 étangs. D'ailleurs, là, nous sommes dans l'un des étangs qui avait été vidé il y a à peu près un mois. Et donc, nous continuons à développer. Je crois que bientôt, là, on va commencer aussi à produire des œufs. On est dans un processus, oui. Parce que je me suis dit, on s'est dit dans Congo Émergence, il faut aussi donner l'exemple. Il ne faut pas seulement parler. Le Congolais parle trop, mais... Oui, voilà, il faut aussi donner l'exemple. Dans la pratique, quand on dit qu'il faut développer, il faut que le Congo investisse massivement dans l'agriculture, ça c'est juste, c'est rien. Parce que pour que le Congo devienne un grand pays agricole, il faut de gros investissements. Étrangers et nationaux, mais il faut de très gros investissements. Quitter l'agriculture des houes, de bêches, de haches, exactement. Et puis, et une agriculture industrielle quand même.
Bon, industriel. J'ai entendu mais pas, un ministre dire il faut que chacun reprenne sa houe. C'est pas avec cette agriculture. Non, c'est vrai que mais il faut déjà commencer par là. Parce qu'il ne faut pas non plus nous créer des éléphants blancs comme Bukangalos. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut accompagner. Pendant qu'on va faire de gros investissements dans l'agro-industrie, mais en même temps aussi il faut accompagner les paysans qui font de l'agriculture familiale à améliorer leur production, leur productivité, leur manière de travailler. Parce que si on se dit on crée des Bukangalos et tout ça, on n'aura pas, si vous voulez, un secteur agricole puissant. Il faut accompagner tous ces paysans qui travaillent partout dans la RDC. Aller voir ces gens qui travaillent, les accompagner par des programmes bien étudiés par rapport à chaque région, par rapport à chaque zone. On sait que par ici, il faut plutôt mener tel programme, dans telle autre province ou dans telle autre zone, on mène tel autre programme pour pouvoir, parce que nous sommes quand même à plus de 70% d'une population rurale. Hein. Vous comprenez qu'il y a tellement de choses à dire, à parler autour de l'émergence de la RDC qui passe par beaucoup de secteurs. Et là, je vous demanderai juste de répondre par oui ou par non. En 2012, Matata Ponyo disait que c'est possible, on sera un pays émergent d'ici 2030. Aujourd'hui, en 2019, vous pensez que c'est possible? Non, en 2030, non. Non, mais moi je me dis, aujourd'hui, si on... Oui, vous avez dit par oui ou non. J'ai dit non. Une minute si pour développer, parce que là, on se met vraiment au boulot, peut-être en 2035, oui, en 15 ans, on peut faire quelque chose. Merci d'avoir été de notre ce soir. On aura le temps d'aborder. Très court. Très court, mais il y a la télé a ses exigences. Absolument, il y a beaucoup d'autres thématiques qui restent à aborder. Je suis sûre qu'on le fera prochainement. Il y a comme ça une série des émissions qu'on va faire pour parler autre chose que de la politique. Des polémiques politiciennes, il est temps qu'on parle qu'on parle vraiment. Voilà. Qu'on parle vraiment du développement de ce pays parce que tout le monde ne veut que ça. En tout cas, c'est une thématique qui essaye de mettre tout le monde et toute tendance d'accord. Tout le monde ne jure que sur le développement du Congo et donc on va commencer à beaucoup plus parler de ça que parler des polémiques politiciennes. Je remercie Walter Mulumba d'avoir été de notre ce soir dans le cadre de cette émission. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné dans l'équipe technique. Vous remercie vous qui êtes nombreux à nous suivre. Appelez-nous. Écrivez-nous pour vos réactions et suggestions, on sera toujours là pour vous. Vous allez nous suivre également sur notre chaîne YouTube, Magazine UHC, mais également sur Congo Web ce dimanche, déjà c'est fait, ça y est, vous avez suivi, mais également lundi à 11 h et pourquoi pas d'autres chaînes partenaires. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. C'est sur la chaîne Congo Émergence. Aussi, voilà, il y a une chaîne de Congo Émergence, donc vous pouvez également suivre cette émission sur cette chaîne YouTube également. Nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On se dit au revoir et à très bientôt.